Ce que j'invite Sishock à faire, c'est de nous dire si vraiment l'intelligence artificielle présente de grands risques, comme vient de nous en donner un aperçu le colonel-major, de grands risques pour la protection des données personnelles, puisqu'il y a maintenant des caméras qui nous surveillent, mais est-ce qu'il n'y a que cela? Merci Madame la Présidente, merci au laboratoire et à l'association de m'avoir invité. Apparemment, on n'arrive pas, même quand partant à la retraite, à décoller les choses qui nous collent à la peau. Et donc chaque fois qu'il faut parler de protection des données, je suis apparemment sollicité, ça me fait vraiment plaisir. Et donc j'essaierai bravo au colonel-major, c'était un round-up magnifique sur l'évolution qui nous a menés vers ces techniques très techniques, en tout cas, qui ont permis d'arriver à ce qu'aujourd'hui on a dans nos poches, c'est-à-dire ces téléphones portables, mais aussi ces montres qu'on porte sans réaliser réellement les dangers ou les défis que tout cela pose. Alors, moi, ce qu'on m'a demandé de traiter, c'est plutôt cette intelligence artificielle par rapport à la protection des données, qui est un des droits humains, bien sûr, et qui est, je pense, le droit humain le plus en danger par rapport à l'intelligence artificielle. Cette question-là, bien sûr, va m'amener à peut-être pas définir ce que c'est que l'intelligence artificielle, puisque le colonel-major l'a fait, mais quand même essayer de définir ce que c'est, premièrement, la donnée personnelle, parce que je l'ai découvert et je suis parti sur ce constat, même après les 8 années que j'ai passées à l'instance. Les Tunisiens n'arrivent pas toujours à définir ce que c'est qu'une donnée personnelle. Et d'ailleurs, on entend parler de cela parfois avec beaucoup d'erreurs. Donc la donnée personnelle, ou l'information personnelle, ou en tout cas le mentachat, c'est comme on l'appelle en arabe, est une information qui permet d'identifier d'une manière directe ou indirecte une personne physique. C'est aussi simple que ça. Ça peut être dit dans des termes un peu plus savants dans les lois. Mais en tout cas, c'est toute information qui permet de dire « Ah tiens, ça, c'est Chabrigadez, c'est que c'est une donnée personnelle ». Alors ça peut être bien sûr pourquoi c'est direct ou indirect, parce que ça permet de dire si c'est la photo d'une personne publique, ben bien sûr, c'est Moustapha Jarf, si c'est sa photo dans le journal, on ne va pas dire la légende, on sait très bien que c'est lui. Mais si c'est quelqu'un un peu moins connu, comme moi, ben dans ce cas-là, il va falloir chercher dans Google pour savoir la photo correspond à qui exactement. Donc toutes ces informations-là constituent ce qu'on appelle les données personnelles, allemand chassé. Et bien d'un autre côté, on a l'intelligence artificielle. Comme je l'avais dit, je ne vais pas retourner dessus. C'est pour très rapidement essayer de résumer cela. Ce sont des applications informatiques qui vont permettre, et ça je l'ai toujours dit, ça me rappelle, vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, ça me ramène à 1990, moi. Vous savez pourquoi? Parce que là, M. Akfeda Hamor, je ne sais pas ce qu'il lui a appris à cette époque-là, mais il m'a flanqué le cours d'informatique pour les juristes. Et donc j'enseignais l'informatique pour les juristes, et entre autres, je leur parlais d'intelligence artificielle, en 90. Et quand vous allez chercher la définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle, vous allez trouver, c'est une application qui permet de simuler l'intelligence humaine. Simuler. Et en 90, je le disais à mes étudiants, ça a des ordinateurs qui vont vous donner l'impression, on revient à Turing d'ailleurs, ça vous donne l'impression que la machine est intelligente. Mais elle n'est pas. Elle n'est pas plus bête que l'intelligence artificielle, parce que derrière, il y a... Mais ça, c'est un discours que je faisais très tranquille, que après j'allais dormir avec la conscience tranquille, puisque je savais très bien que, et je disais à mes étudiants, il n'y a pas plus bête que l'ordinateur. Vous lui dites, vous faites ceci, il fait cela. Vous êtes tranquille. Si la machine va devenir intelligente, ça va avoir le problème des êtres humains. Vous lui dites, plantez cet arbre ici, arrosez-le, je voudrais que c'est ça, et après vous venez après à moi et vous trouvez que le jardinier a planté l'arbre ailleurs. Je dis, pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il est intelligent. Parce qu'il a pensé que cette position, ou cet endroit-là, ou cette manière de faire était beaucoup plus intéressante. Ben, l'ordinateur ne ferait jamais ça de sa vie. Vous lui dites, faut le faire, il le fait toute sa vie de la même manière, ben, parce qu'il est bête. La machine est bête. Et je me réveille quand même, après 90, ça fait quand même 30 ans qui sont passés, et zut, la machine est vraiment intelligente maintenant. Et ça me fait peur. Et on verra pourquoi c'est en relation avec les données personnelles. Donc c'est une machine qui va simuler l'intelligence artificielle. C'est la définition qu'on retrouve encore dans le Robert. Et je pense qu'ils ont une bonne période de retard à combler là-dessus, puisque aujourd'hui, bien sûr, et je l'ai dit tout le temps, parce que j'assure un cours, par exemple, depuis 3 ans,
qui est un cours non pas d'informatique pour des informaticiens, je ne suis pas assez compétent pour ça, mais j'assure un cours depuis 3 ans dans un master qui s'appelle un cours d'éthique data. C'est-à-dire qu'on va enseigner et inculquer à des ingénieurs en informatique qui passent leur vie à traiter de la donnée, quelles sont les règles éthiques qu'ils doivent respecter en touchant aux données personnelles des gens. Et bien sûr, ils sont complètement abasourdis, puisque quand ils sont en master, ça fait quand même 6 bonnes années au moins qu'ils sont dans l'informatisation et dans le data mining, les data analytics, etc. Et donc, ils apprennent énormément de choses, parce que, première chose, par exemple, qu'ils apprennent, c'est que les données ne leur appartiennent pas. Et ça, il n'y a pas un informaticien qui pense le contraire. Pour eux, la donnée, si elles sont chez eux, c'est qu'elle leur appartient. Et bien sûr, pour la frère Jean-Luc David, c'est quelque chose d'autre. Et donc, ce qui pose problème dans l'intelligence artificielle par rapport à tout ce que je viens de dire, ce n'est pas l'intelligence artificielle classique, où effectivement, on le verra dans l'histoire très très rapidement, où on apprend à la machine à faire des opérations bien précises, c'est quand on lâche la bride à la machine et qu'on lui dit « débrouillez-vous ». C'est ce qu'on appelle les systèmes apprenants. Et c'est ça ce qui fait peur. Parce qu'avec un système classique, on dit à la machine, étape 1, étape 2, Khawarizmi. L'algorithme, c'était ça en fin de compte. On donne des étapes à suivre mentales, logiques, et bien sûr la machine les suit à la lettre. Donc il n'y a aucun problème. Donc s'il y a un hic quelque part, je dis, ah tiens, la machine n'a pas respecté la 3e étape. Donc je sais très bien que c'est elle qu'il faut ou qu'elle a fait une erreur. Aujourd'hui, on ne lui dit plus, la machine 1, 2, 3, 4, 5, 6, si vous arrivez à ce résultat. On dit, voilà les informations de base, voilà le résultat auquel vous devez aboutir, débrouillez-vous. Et la machine va réfléchir toute seule, entre guillemets, va réfléchir toute seule. Et donc elle va apprendre, c'est ce qu'on appelle les systèmes apprenants. C'est les systèmes apprenants qui font peur, effectivement, pour l'avenir de l'humanité, si on n'arrive pas à les encadrer, bien sûr. Alors l'intelligence artificielle, ses origines, je ne vais pas revenir dessus, le colonel Major a été très très a détaillé toute cette question-là. Je dirais tout simplement que effectivement la paternité revient à Turing, parce que c'est lui qui faisait cet exercice-là. Le test de Turing reste jusqu'à maintenant un test qui est utilisé par les informaticiens, par la machine de Turing bien sûr. Mais la paternité du terme, effectivement, comme l'a dit le colonel Major, c'était en 1956 au MIT, bien sûr. On a utilisé ce terme pour la première fois. Il parlait, le colonel-major, d'une conférence internationale. Une conférence internationale, il y avait exactement 11 présents. C'est tout. Ça n'intéressait presque personne, ou en tout cas un groupe très restreint de personnes. C'est la première fois, bien sûr, qu'on a utilisé ce terme d'intelligence artificielle. Alors par la suite, les systèmes experts, ça je l'enseignais dans mon cours d'informatique pour les juristes. Quand j'ai enseigné l'intelligence artificielle, je leur disais, ça commence par ce qui se fait actuellement par IBM. IBM a créé cette machine qu'on appelait le Deep Blue et qui a gagné contre Kasparov, bien sûr, en 97. Alors, on a commencé à 97 à la développer et donc elle va arriver en 2010 à avoir des capacités assez importantes pour gagner contre donc, le grand... donc les dates, je suis jamais très très fort en date. Et donc c'est plutôt en 97, bien sûr, qu'elle a réussi à battre Kasparov au jeu d'échecs, mais c'est parce que le jeu d'échecs est quelque chose qui est programmable. Donc on va donner à Deep Blue toutes les opérations d'échecs possibles, on va prendre toutes les parties connues dans le monde qui sont de grands patrons, etc., d'échecs, on va introduire tout cela, et quelle va être la capacité de la machine? C'est que se retrouvant devant une situation bien précise, d'un jeu d'échecs, elle va faire des calculs très rapides pour savoir quelle est la meilleure solution pour s'en sortir et gagner. Et donc, elle n'invente rien. Elle a une très grande capacité de mémorisation, elle a beaucoup de mémoire, elle peut faire des calculs très rapidement sur de grandes masses de données, et c'est comme ça qu'elle gagne contre Kasparov. Mais où ça devient important et très grave, c'est en 2016. 2016, Google développe quoi? Un jeu, un ordinateur, qui va jouer au jeu de Go. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Moi, je vous assure que je n'ai jamais utilisé. Je vois de loin tout ce qui est asiatique, etc. Ça me dépasse un peu. Et donc, le jeu de Go, on ne peut pas savoir quelles sont toutes les possibilités de jeu possibles ou de mouvements possibles. Et donc, on ne peut pas programmer une machine à travers toutes les opérations historiquement qui ont été faites dans des parties de jeux de Go.
Et donc, on va tout simplement dire comment il doit gagner, à quoi il va aboutir. Et donc, la machine va toute seule apprendre, à force de jouer, pour pouvoir se constituer une manière de réfléchir. Et c'est ça ce à quoi on arrive aujourd'hui avec les capacités de l'intelligence artificielle. C'est des jeux, c'est sûr, mais je disais à mes étudiants, je me rappelle très bien de cela, ça c'est ce qu'on voit dans les journaux, ce qui se fait dans les laboratoires et que personne n'en parle, ça doit être beaucoup plus grave que cela. Alors, la protection des données, par contre, ses origines sont beaucoup plus récentes. On a parlé la première fois de cette question-là, ou des origines en elles-mêmes, dans la Déclaration universelle, bien sûr. C'est l'article 12. Et l'article 12, bien sûr, parle de la protection de la vie privée des individus. Aucun document des Nations Unies, presque, ne traite de la protection des données. Généralement, chaque fois qu'on parle de la sphère privée des gens, on parle du fait qu'il y a une sphère inviolable des personnes, qui est ce qu'on appelle la vie privée, et qu'on transforme, en tout cas, on a en anglais, le terme c'est privacy. Et d'ailleurs, c'est très très erroné en tout cas d'utiliser ce terme-là pour la donnée personnelle. Les anglo-saxons, quand ils parlent de données personnelles, ils ont l'impression qu'il ne faut pas lui donner un adjectif. Pour eux, c'est la data, tout simplement. Alors, vous n'entendez jamais un anglophone dire personal data. Data, tout simplement. Et ça, c'est parce que c'est une position, je pense, peut-être pas seulement des anglophones, mais aussi de l'Organisation des Nations Unies, qui s'est arrêtée au niveau de la protection de la vie privée, ne voulant pas aller jusqu'à la protection des données personnelles. Et ceci se concrétise d'ailleurs par cette affiche qui m'a choqué, je l'avoue, qui date de quelques jours. On a fait une affiche en Tunisie pour apprendre aux enfants par des dessins les différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour le 75e anniversaire. Sur l'article 12, qu'est-ce qu'on trouve? Toute personne a droit à la protection. ضد virus le Covid. Hein? Pardon? Ah, oui, moi, il y aurait eu 3 points de suspension, j'aurais compris. Mais donc, c'est dire que, et ça c'est un constat général que je fais, le système des Nations Unies, hélas, on est resté au respect de la vie privée, mais n'a pas sauté le pas pour aller vers, effectivement, la protection des données personnelles. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'y a pas de convention internationale sur la protection des données personnelles, alors que ailleurs, dans d'autres systèmes, bien sûr, et dans d'autres endroits, on l'a fait. Alors, le lien qu'il y a entre l'intelligence artificielle et la protection des données, très très rapidement. Je pense qu'il y a 2 étapes où il y a cette cohabitation, en tout cas ce lien très étroit entre intelligence artificielle et données personnelles. Premièrement, comme l'a expliqué le colonel-major tout à l'heure, on ne peut pas développer de système d'intelligence artificielle qui permet d'apprendre pour pouvoir agir et prendre ses libertés, etc., sans l'alimenter avec une très grande masse d'informations de base. Et c'est là où, premièrement, il y a un gros problème. On va collecter une masse énorme de données, qu'on appelle maintenant, le terme a perdu de son charme, je dirais. Tout le monde maintenant parle de big data, et donc à la limite, les données de masse, disent les Français. Le big data, c'est-à-dire que c'est une masse d'informations très très importante qui va permettre par la suite d'alimenter la machine, parce que la machine, comment elle va apprendre? Elle va prendre des informations à chaque fois pour savoir si c'est bon ou pas, si ça sert ou pas, si c'est utile ou pas, si c'est vrai ou faux, et c'est de cette façon-là qu'elle va apprendre à apprendre. Donc la première étape, c'est qu'il nous faut énormément de données personnelles de gens pour pouvoir faire une machine qui, un jour, effectivement, va pouvoir, comme l'a dit le colonel-major tout à l'heure, diagnostiquer un cancer ou n'importe quoi ou n'importe quelle maladie. Une autre étape où on va aussi avoir à toucher aux données personnelles, c'est que la machine va devenir une machine apprenante, intelligente, pour faire quoi? Pour prendre des décisions concernant les personnes. Et donc elle va aussi alimenter la vie de la personne avec des décisions qui le concernent, et donc encore des données personnelles. Donc, au début, ces traitements collectent des données, ces données avec un processus bien déterminé, pour arriver à la fin à des décisions qui concernent les personnes pour pouvoir réaliser ces systèmes d'intelligence artificielle. C'est ça la relation qu'il y a entre les deux. Donc, la question qui se pose, comment faire cohabiter ces deux
ces deux notions, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on va pouvoir développer l'intelligence artificielle, sachant qu'elle va être très gourmande en données personnelles, qui, eux, doivent être protégées, parce que c'est un droit humain aujourd'hui qui est consacré dans différentes régions du monde, si ce n'est dans toutes les régions du monde. Les cartes sont belles aussi. J'adore les cartes. J'aurais dû faire géographie d'ailleurs. Surtout quand il y a des gens qui les font aussi bien. Ça, c'est la carte mondiale de l'intelligence artificielle qui date quand même de 2018. Hein, donc, ça fait quand même 5 bonnes années. Donc, ça fera l'esprit chouette. Mais bon. Mais ça reste toujours clair. Qu'est-ce qui attire l'attention? Ce sont deux taches de couleur bien claires. Les deux monstres de l'intelligence artificielle dans le monde aujourd'hui, à savoir les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. C'est les leaders de l'intelligence artificielle, indiscutablement. Ils se bataillent, c'est la grande bataille. D'ailleurs, Trump, par exemple, quand il en voulait et qu'il attaquait TikTok, par exemple, c'est les États-Unis et l'intelligence artificielle des États-Unis qui est en bataille avec l'intelligence artificielle chinoise. C'est pas autre chose que ça. Bien sûr, il y a des flèches pour dire l'origine, d'où est-ce que viennent les personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley, par exemple, américaine. On voit que ça vient de partout dans le monde. Ne cherchez pas l'Afrique, elle n'est pas là. Hein? Donc les États-Unis et la Chine. Et vous avez trouvé les petits carrés verts. Et c'est là qu'on va retrouver les monstres de l'informatique d'aujourd'hui. Que j'appelle, moi, j'ai un qualificatif pour eux que j'ai développé, que j'appelle les datavores. C'est-à-dire que ce sont ces entreprises qui ont une puissance plus importante que celle de beaucoup d'États dans le monde et qui se nourrissent de nos données personnelles. Que vous nourrissez de vos données personnelles. Moi, j'essaie de minimiser ça au maximum. Et donc, si vous faites attention à cette carte, vous trouverez ici, il y a Apple, hein, Google. D'ailleurs, Google, arrêtez toujours de l'appeler Google parce que la société ne s'appelle pas Google. La société s'appelle Alphabet. Okay? Google, c'est comme Facebook pour Meta. Par la suite, il y a Facebook, et donc c'est Meta. Là, c'est parce que c'est une carte assez ancienne. Après, les petits, c'est Yahoo, Uber, Twitter. Ce sont ce qu'on appelle les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, etc. et Microsoft. Donc les grands monstres de la data aujourd'hui, avec en plus ceux qui sont venus plus récemment et qui sont bien sûr ce qu'on appelle les Natu N, c'est Netflix. Ah, bah oui, Netflix vous fait payer votre abonnement pour pouvoir voir des films, mais ce qui est intéressant pour lui, c'est comment vous voyez les films. C'est de ça qu'il gagne de l'argent. C'est pas en vous vendant les films maintenant. Et donc, c'est Tesla. Hein, encore Musk, quelque part, puisqu'il est partout maintenant. Et donc, tout cela, ce sont les monstres de la data américaine. Uber, bien sûr, hein, sans oublier. Et de l'autre côté, bien sûr, parce que les Chinois ne sont pas restés en manque, eh ben, ils ont développé leur propre monstre, ou leur propre datavore, et vous en connaissez beaucoup. Alors, peut-être Xiaomi, vous connaissez parce que c'est les téléphones. Hein, vous connaissez Alibaba parce que c'est de la vente en ligne. Ah, c'est les monstres aussi. Il y a Tencent aussi au Baidu. C'est ce qu'on appelle bien sûr les BATX chinois qui sont aussi puissants aussi que les GAFAM américains. C'est ça la carte du monde. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a des autres États qui vivotent, qui essayent d'arriver à peu près à créer quelque chose. Et donc vous avez des nuances de couleurs, avec un marron beaucoup plus beige qu'autre chose. Alors la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni essaient d'arriver. Bon, j'aurais dû cacher cet état qu'on saurait voir, mais il est là parce qu'il est là. Parce que c'est aussi une puissance en matière d'intelligence artificielle. Donc Israël, oui, qu'on ne peut pas nommer. Alors, donc ça c'est la carte mondiale de l'intelligence artificielle sur laquelle il faut plaquer la carte de la protection des données. Vous comprendrez tout le rapport qu'il y a entre les deux. Je pourrais même arrêter de parler après cela. C'est la carte de la protection des données dans le monde. Tout ce qui est en bleu, ce sont des États qui ont une loi sur la protection des données dans le monde aujourd'hui. Et par la suite, vous avez des États qui arrivent petit à petit le bleu plus clair, puisqu'ils sont en train de préparer, il y a 2 jours, il y a samedi dernier, l'Inde quand même, qui est une très grande tache bleue claire, a maintenant sa loi sur la protection des données. Donc j'aurais dû mettre à jour la carte. Pour le reste, il y a 2 gros États qu'on a vus tout à l'heure, drôle de coïncidence, qui sont dans une autre couleur. Donc, mais pas bleu. Pour la simple et unique raison que ces États n'ont pas de législation en matière de protection des données.
Donc les leaders incontestés de l'intelligence artificielle sont des États qui ne protègent pas les données personnelles. Tout le monde me dit, c'est incroyable. Je me rappelle une fois, j'avais préparé un transparent pour un ministre dans un conseil de ministres pour la ratification de la Convention 108 tunisienne. Et à 7h30 du matin, le téléphone sonne, et c'est le ministre qui me dit, mais votre carte que je vais présenter au conseil de ministres tout à l'heure, il y a une erreur dessus. Je dis, c'est quoi? Il m'a dit, les États-Unis, vous mettez que c'est un État non protecteur des données. Je dis, oui. Je vais faire ma leçon à 7h30 du matin, et c'est parce que les gens n'arrivent pas à concevoir. Comment les États-Unis, ce pays de la démocratie, des libertés, etc., n'est pas protecteur des données? Eh bien, parce que, tout simplement, son business model, c'est que les données personnelles, c'est des biens. Et le Privacy Act ne protège que les citoyens américains. Nous sommes du bétail. C'est ça, le point de vue à l'américaine. La Chine, pas beaucoup plus différente que cela. La Chine, vu le régime politique, n'avait pas une loi sur la protection des données. Mais il y a 2 ans et demi, ils ont édicté une loi. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la loi s'applique aux entreprises privées, pas à l'État chinois. Oh, vous riez, mais c'est ce qu'a fait Ben Ali. Il a créé la loi sur la protection des données personnelles en Tunisie en 2004, et on a créé l'article 53 et 54 qui exonèrent les personnes publiques de toute obligation. C'est le type même de régime dictatorial. Donc, et en plus, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, on impose ces règles-là parce que l'État chinois commençait premièrement à avoir peur des entreprises privées et leur capacité d'emmagasiner et de traiter les données personnelles des gens, du monde entier. Mais en plus, parce qu'il sait que s'il oblige et peut les encadrer en quelque sorte, en fin de compte, il pourra toujours lui pomper les données par la suite, puisqu'on est en vase clos en Chine. Et donc, si je fais un aller-retour entre les deux, vous verrez que, si je reviens en arrière, les 2 grands, c'est Chine, États-Unis en matière d'intelligence artificielle. Ce sont les États qui ne protègent pas les données. Conclusion, quand on protège les données, on n'avance pas en matière d'intelligence artificielle. Parce que c'est une protection qui ne permet pas de lâcher plus ou donner plus de liberté pour traiter ces données-là. Après, maintenant, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que cela, et très rapidement, parce que je ne veux pas abuser du temps. Vous devez être fatigués tous, en fin de journée. Donc, l'Europe est à la traîne. Ça ne pose aucun problème. C'est un constat. Les Européens eux-mêmes le disent. Et ils se sont encore mis dans une situation où ils vont être encore dans la traîne, mais les Européens brandissent le drapeau, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, de la défense des droits des individus et des libertés des individus. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, depuis à peu près 5 ou 6 années, ce sont des sanctions très très lourdes que subissent toutes les GAFAM et Natu, etc. Donc tous ces datavores qui se trouvent américains ou chinois, parce qu'ils sont irrespectueux de la protection des données personnelles en Europe. C'est des sanctions énormes. Il faut dire que, tout à l'heure, le colonel-major a parlé des manipulations électorales. Le scandale de Cambridge Analytica a démontré par A plus B que ces datavores étaient capables d'influencer les processus électoraux et de changer les résultats en influençant les personnes. Et c'est ce qui a permis à Facebook de récolter une amende historique de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, qui n'est rien que 12 minutes ou 13 minutes de chiffre d'affaires d'activité de Facebook. Mais c'est énorme. Par qui? Pas par une cour ou par une autorité de protection européenne, par la commission de concurrence américaine. Les Américains ont sanctionné Facebook parce qu'il s'est permis de toucher au processus électoral aux États-Unis. Ce qu'il a fait dans 35 autres pays du monde, ça, c'est pas son affaire, bien sûr. Et ce qui est important, c'est ces 2 affaires quand même dont il faudrait que je vous parle, qui montrent effectivement que c'est la preuve claire que les États-Unis est un État non protecteur des données. Et que donc tout ce que vous utilisez comme applicatif aujourd'hui, vous êtes en train d'alimenter ces sociétés non protectrices des données. C'est des affaires Schrems. Schrems est un étudiant autrichien. Il était en tout cas un étudiant autrichien.
Et un jour, il a demandé sur Facebook, comme vous tous, de supprimer certaines images ou certaines informations qu'il avait publiées. Ça a été supprimé, il ne les voyait plus. Mais comme c'est un Autrichien, ce sont les normes européennes qui s'appliquent pour toutes ces données. Ces données sont protégées aujourd'hui par le RGPD européen, donc les normes de protection. Et donc il demande d'accéder à ces données à Facebook, ce que vous pouvez faire tous d'ailleurs. Et Facebook vous envoie tout un fichier énorme où il y a tout ce que vous avez fait sur Facebook. Et bien, il retrouve que les données qu'il a demandé à supprimer il y a à peu près 1 an et demi étaient là. Et donc c'est la preuve que Facebook ne supprimait pas. Et donc elle violait les normes de protection européennes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il intente l'action devant la justice autrichienne. La justice autrichienne lui dit « moi je suis incompétente ». Et donc qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'ils ont une chance énorme en Europe, il va à la Cour de justice de l'Union européenne. Et il intente une action devant la Cour de justice de l'Union européenne. Étudiant autrichien, magnifique, la société civile et la culture dans ces pays. La Cour européenne était devant un problème énorme. Parce que les normes de protection européennes, comme la loi tunisienne d'ailleurs, dit clairement, on ne peut pas transférer des données personnelles des citoyens européens à l'extérieur de l'Europe, si ce n'est vers des États qui ont une protection adéquate. Donc au moins similaire à celle de l'Europe. Les États-Unis n'ont pas une loi de protection. Et donc comment est-ce qu'ils vont faire? C'est pour cela que politiquement, il y a eu des accords de transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis, où les entreprises américaines qu'ils voulaient s'obligeaient à respecter des normes et de cette façon-là pouvaient bénéficier du transfert de données d'Européens vers ces sociétés-là aux États-Unis. C'est un accord deux accords en tout cas ont eu lieu. Eh bien la Cour de justice de l'Union européenne avait dit cet accord-là permet de transférer les données en faisant bénéficier ces données même aux États-Unis d'une protection. On vient de découvrir que cette protection n'existe pas. Et donc cet accord n'a pas de sens à exister. Et 2015, c'était le premier coup de massue. La Cour de justice de l'Union européenne invalide donc le premier accord. Scandale, bien sûr, on arrive à trouver une solution, on crée un deuxième accord, et il est signé très rapidement. Et que fait Schrems? Il n'était plus étudiant, bien sûr, il y a maintenant une ONG très très connue dans le monde. Eh bien, il réintente une action contre le deuxième accord. Et que fait la Cour de justice de l'Union européenne? Elle réinvalide le deuxième accord. Et Trump, il y a à peu près 4 mois, vient de signer le troisième accord politique, et on attend un Schrems sur ce truc-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, on n'a même plus à avoir la preuve, est un État non protecteur des données, et toutes les entreprises américaines ne sont pas protectrices de données, même si elles veulent l'être, pour avoir la confiance des utilisateurs. Et ces entreprises-là, ce sont les entreprises qui, effectivement, font de l'intelligence artificielle. C'est aussi simple que cela. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu? D'un autre côté, la société internationale a peur de légiférer indiscutablement sur cette question. Comment est-ce qu'on va encadrer l'intelligence artificielle, sachant qu'en l'encadrant, on va la bloquer dans son développement? Et c'est pour cela que l'UNESCO, très timidement, a développé, non pas des règles concernant l'intelligence artificielle, mais une éthique de l'intelligence artificielle, une morale de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, parmi les règles très importantes dans ces recommandations, c'est les droits de l'homme et la dignité de l'être humain. N'oubliez pas que la protection des données, et je le dis tout le temps, mais surtout avec des médecins, parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là, la protection des données, c'est une question de respect de la dignité de l'être humain. Karam n'appelle pas Bachar. Et c'est transcrit, contrairement à ce que vous croyez, parce que les gens ne pensent pas. Les Européens, tout le temps, au Conseil de l'Europe, me disaient « Vous avez une chance énorme d'avoir cet article 1er dans votre loi tunisienne, qui dit le traitement des données ne peut se faire que dans le respect de quoi? Dans le cadre de quoi? De la transparence, la loyauté et le respect de la dignité humaine. » Karam du Bachar. Parce que l'être humain n'est pas un dossier, n'est pas un numéro. C'est un être humain. Et donc ces données doivent être respectées parce que c'est le respect de la personne en elle-même. Et donc, ça c'est... Et par la suite, quand on voit cette approche avec les 10 principes fondamentaux, bien sûr, troisième, droit au respect, vous le voyez, de la vie privée.
Et c'est qu'après, on parle de données, de protection des données, on ne risque même pas de dire personnel. Donc vous voyez que c'est toujours cette façon de voir, bien anglophone, sur là. Et par la suite, la transparence et l'explicabilité, c'est très en relation avec l'intelligence artificielle, puisqu'il faut tout expliquer à la personne, l'information, le consentement éclairé, mais aussi, il faut être capable de lui expliquer comment la machine est arrivée à ses résultats pour qu'on puisse les lui imposer en quelque sorte. Je ne vais pas passer tout cela en revue, mais très rapidement, ce cadre éthique, c'est protection de la dignité, c'est protection de l'autonomie de l'individu, la souveraineté d'État. Le grand principe de la Cour constitutionnelle allemande, cette question est très très importante, sur laquelle, bien sûr, elle a développé toute la question de la protection des données à partir d'un projet de loi sur le recensement, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire, et qui a abouti à dire un identifiant unique citoyen et inconstitutionnel en Allemagne. Se conformer aux droits internationaux, nationaux et régionaux, bien sûr, respect de la vie privée dès la conception des systèmes. Je un système, je le mets au parfum de la protection des données. Non, au moment de la conception, il faut penser à protéger les données des gens. Évaluation avec les études d'impact. Je fais un système d'intelligence artificielle, je dois voir quel est l'impact sur les personnes et pouvoir trouver, et bien sûr s'inspirer de ces normes internationales. Quel est le droit d'inspiration? Très rapidement, deux droits d'inspiration, parce qu'il n'y a aucune législation dans le monde aujourd'hui, à part une loi orpheline en quelque sorte qui a été votée en 2021 au Brésil. Il y a une loi sur la protection sur l'intelligence artificielle au Brésil. Elle date maintenant de 2 ans quand même. Mais autrement, sur un plan beaucoup plus large, c'est l'espace européen qui a effectivement édicté des normes impératives. Premièrement, 2 petits articles qui se trouvent dans le règlement général à la protection des données de 2016 en Europe et qui est applicable depuis 2018. Et on verra qu'est-ce qu'ils disent exactement. Et par la suite, on vient d'avoir l'adoption, il y a 3 jours, du nouveau règlement sur l'intelligence artificielle par la Commission européenne, après son adoption le 14 juin par le Parlement européen. Maintenant, on prévoit que ce texte-là sera adopté définitivement au cours de l'année 2024 et qui n'entrera en application qu'en 2026. L'intelligence artificielle serait tout autre d'ici là, hein, bien sûr. Et donc, que dit le RGPD? C'est très important à savoir, et moi c'est plus important parce que l'autre est encore un texte en cours de concrétisation. Il dit premièrement que, article 13, chaque fois qu'il y a une décision automatique, qu'est-ce que ça veut dire décision automatique? C'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que sans intervention humaine, c'est la machine qui va prendre une décision de manière automatique. Chaque fois qu'il y a une décision automatique, la personne concernée doit le savoir, premièrement, et surtout, la personne doit savoir quelle est la logique qui a sous-tendu cette prise de décision. C'est-à-dire qu'on pourra expliquer comment le Deep Blue a gagné contre Kasparov, mais on ne pourra pas expliquer comment le jeu de Go a gagné contre le champion du monde de jeu de Go, puisque la logique, on ne la connaît pas. Le système a appris tout seul. C'est ce qui a amené le secrétaire d'État à cette époque-là, au moment où il y a eu l'entrée en application en 2018 du RGPD, le secrétaire d'État à l'informatisation en France, Mahjoub, il a fait une déclaration au Parlement, il a dit il n'y aura jamais de système expert dans le service public français. Point barre. Et par la suite, l'article 22, qui dit que la personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé. C'est ce qui retarde l'intelligence artificielle, puisque tout citoyen européen peut venir dire à n'importe quel État, à n'importe quelle société, je ne veux pas subir une décision provenant d'un système d'intelligence artificielle. C'est ça le RGPD. Par la suite, le règlement européen, 9 décembre, bien sûr, il est arrivé, il a été adopté. Une première régulation en Europe, titre les journaux, loin de régler toutes les questions posées par l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai, il est très superficiel, parce qu'on ne peut pas, si on ne veut pas bloquer l'intelligence artificielle, légiférer aujourd'hui. J'ai toujours dit, en tout cas personnellement, que c'était prématuré. Pourquoi la loi donc d'intelligence artificielle de l'Europe est-elle si critiquée? Pour cela, entre autres, et bien sûr, son préconiseur, en tout cas, en dit beaucoup de choses très très positives. Cette euphorie, effectivement,
du texte qui va apparaître, comme je vous l'avais dit, parce que c'est un règlement européen et donc c'est un texte qui va s'appliquer dans tous les pays de l'Union européenne d'un seul coup. Il faudra prévoir, certainement comme pour le RGPD, 2 années pour son entrée en application. Et même s'il est approuvé définitivement dans la forme du 9 décembre, je pense qu'il sera un peu dépassé quand il sera entré en application. Voilà. Donc, à partir de 2026, il va falloir... Alors, très rapidement, que dit qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce règlement? Et ce n'est pas encore un règlement, c'est un projet. Il est en cours de processus d'acceptation, d'approbation. Et donc, transparence, bien sûr, indiscutablement. Explicabilité, il faut expliquer la logique pour les personnes, indiscutablement. L'analyse d'impact, surtout pour les systèmes à haut risque, où il y a beaucoup de risques pour les personnes. Des interdictions à l'appel, avec des pressions d'État pour avoir des exceptions à cela. Interdiction des systèmes de catégorisation biométrique. On ne peut pas faire des catégories de personnes avec des données biométriques. C'est la première interdiction. Interdiction d'extraction d'images faciales sur Internet ou par vidéosurveillance. On ne peut pas jouer sur la reconnaissance faciale, sur le réseau et sur la vidéosurveillance. Ce qu'on veut faire en Tunisie. Interdiction de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail. Non, regarde, c'est très important. Vous avez des caméras sur le lieu de travail, il y a des gens qui travaillent. Eh bien, l'intelligence artificielle pourra analyser si un employé est bien ou pas, s'il aime ce qu'il fait ou pas. Si, quand il est au téléphone avec son patron, il fait une mimique qui n'est pas bonne. Vous imaginez ce que c'est? Atroce. Interdiction de la notation sociale qui est réalisée depuis maintenant plus de 4 ans en Chine. Vous êtes dans la rue, ce que vous faites, reconnaissance faciale, analyse des comportements, notation sociale, bien sûr, pour tout cela. Interdiction des systèmes manipulant le comportement humain, comme Genetica, bien sûr. La reconnaissance faciale à distance est autorisée, ça c'est la France qui l'a obtenue, pour les forces de l'ordre, mais sous réserve d'une autorisation judiciaire. Donc on peut faire de la reconnaissance faciale dans les lieux publics et c'est un grand problème qui est posé aujourd'hui en France depuis maintenant qu'ils préparent les Jeux de 2024. Mise en place d'une structure de contrôle d'application du texte, et tenez-vous bien, la sanction. Atroce. Très lourde sanction. Des amendes qui peuvent aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre mondial de chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Ce qui est vraiment énorme. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a à faire alors? Il faut encadrer, à mon avis, le mouvement de la manière la plus soft possible. Autrement, on bloque l'évolution indiscutablement. Et les interdictions qu'on retrouve dans le texte ne sont pas mauvaises parce qu'elles ont été grignotées. Il ne reste vraiment que les choses les plus dangereuses. Mais on ne sait pas, en tout cas, dans 3 ans ou dans 2 ans, quelles vont être les possibilités de l'intelligence artificielle. Et donc, peut-être que cette liste d'interdictions, il va falloir la multiplier par 10. Le premier souci reste celui de préserver les droits et la dignité des êtres humains indiscutablement. Ah oui. 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 Vous ne pouvez pas ne pas en parler. J'espère que ça va marcher, là. L'aide, c'est parce que c'est une vidéo incrustée dans la vidéo. Donc, voilà. فيه بالتأكيد ذكاء ولكن هو في جوهره اغتيال للفكر البشري وليس من قبيل السلطة أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح خلال الأيام الأخيرة الماضية بأن الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق
Moi, je dirais tout simplement que une position aussi officielle de l'État tunisien est très incompatible avec tout ce que j'ai dit. Parce que refuser de s'inscrire dans l'intelligence artificielle et son évolution, c'est se condamner à quoi? C'est se condamner à la dépendance. Dépendance aux GAFAM, aux Chinois, aux Américains. Et donc, au contraire, il faut y aller. Il faut développer l'intelligence artificielle et nos startups tunisiennes développent de l'intelligence artificielle. Sauf, vous savez ce qui se passe ou pas? Moi, j'ai vu des réalisations extraordinaires faites par des startups tunisiennes, des jeunes tunisiens. Ils sont achetés par les grands monstres dont je viens de parler. Ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Et c'est alléchant de se retrouver très rapidement avec des sommes énormes, archi-millionnaires, si ce n'est milliardaires. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est au contraire avoir une politique qui développe l'intelligence artificielle, la formation dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour pouvoir se prendre une place, en tout cas, dans le monde à venir, qui est un monde d'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est un système, ou en tout cas une évolution irréversible. Voilà, je vous remercie pour votre attention.